Deux espaces. Bonjour les parents. Bonjour les parents. Bonjour Fanny. Allô. On se retrouve pour un épisode un peu spécial aujourd'hui. En fait, pour deux raisons. C'est le premier de l'année 2025. Oui. Alors, on vous souhaite une belle et heureuse année. On espère que vous avez passé un bon temps des fêtes en famille. Et par le fait même, on fait notre premier épisode questions-réponses. Ça fait un moment déjà qu'on vous annonce qu'on sera pour le faire, qu'on collecte des questions. Et c'est aujourd'hui que ça se passe. Ça va être des questions qui s'en vont vraiment dans toutes sortes de directions. Ouais. Et parfois, notre expertise, notre expérience de prof au primaire ne nous permettait pas d'y répondre avec précision. Donc, on est allé chercher des experts qui nous ont apporté des réponses précises pour vous. Donc, on va vous faire le survol de toutes ces questions et réponses-là. Ça se pourrait qu'on consulte un petit peu plus nos notes qu'à l'habitude, le compte tenu qu'il y a des infos là, qui viennent de d'autres têtes que les nôtres, finalement. Alors, ça va être un peu plus convivial, là, un peu plus, pas spontané, là, mais disons que le rythme risque d'être un petit peu différent. Oui, ça va être différent. Première fois pour nous aussi. Exactement. Avant de poser ma première question à Estelle, Ah oui, c'est vrai. Je voulais remercier les parents qui ont envoyé leurs questions. Très apprécié. Donc, on a fait un petit tri là-dedans, puis on a regroupé quelques questions ensemble en espérant le mieux possible répondre à vos besoins, parce que c'est ça le but du balado, répondre aux besoins des parents. Donc, on espère y arriver aujourd'hui. Puis, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, même si le question-réponse est passé, là, il y a de fortes chances que ce soit quelque chose qui revienne dans le temps. Alors, première question pour toi, Estelle. Mon enfant est en maternelle. Je me demande quels sont les principaux changements qui l'attendent entre le préscolaire et la première année. C'est une question de Nicole. C'est vrai que c'est quand même une grande transition préscolaire, première année. Dans le fond, à la maternelle, il y a 5 compétences qui sont les compétences du préscolaire, alors que nous, au primaire, on a beaucoup de compétences. Disons qu'on s'en fait en français et aux mathématiques. Il y en a 3 en français et 2 en mathématiques. Sur le plan du primaire, les compétences sont dites disciplinaires, tandis que à l'éducation préscolaire, c'est un programme qui est développemental. Donc, on prend l'enfant où il est à son arrivée au préscolaire et on essaie de le faire cheminer le plus possible dans 5 domaines de développement. Donc, physique et moteur, affectif, social, langagier et cognitif. Ces 5 domaines-là se développent en synergie chez l'enfant, c'est-à-dire qu'ils s'influencent entre eux. Il n'y a pas de connaissances précises que l'enfant doit avoir. On continue de l'évaluer, lui, par rapport à lui-même, sans le comparer avec ses pairs. Fait que c'est vraiment comme sa progression qu'on... Exactement. Puis on espère que son expérience au préscolaire le préparera le mieux possible à la suite des choses, c'est-à-dire à son parcours au primaire. Ça, c'est la différence par rapport aux compétences. Sinon, une autre différence importante, c'est la présence du jeu. Pour avoir un enfant qui est au préscolaire en ce moment, quand je lui demande « Puis, qu'est-ce que tu as fait de bon aujourd'hui? » J'ai joué toute la journée. Dans sa tête à lui, là, c'était une récréation du début à la fin de la journée. Et c'est tant mieux ainsi. Ben oui. Parce que au préscolaire, le jeu, c'est la manière privilégiée pour l'enfant d'apprendre. Tandis qu'au primaire, bien évidemment qu'on veut aussi s'amuser. Le plaisir est aussi le bienvenu, sauf que... souvent, on va faire des apprentissages académiques à travers le jeu. Donc, ça va beaucoup dépendre de la personnalité, de la philosophie de l'enseignant ou l'enseignante, quelle part le jeu va prendre. La matière aussi, là. Il y a des matières plus propices au jeu que d'autres. Exactement. Donc, oui, il va y avoir du jeu qui va s'immiscer dans les périodes d'apprentissage, mais des périodes de jeu libre, à part dans un contexte de privilège, c'est assez rare. Aussi, il y a la période de détente ou de repos qu'on appelle parfois ainsi, qui fait partie de la routine au préscolaire. Elle a généralement lieu après le dîner. Et encore là, il peut prendre des allures différentes selon le besoin de l'enfant, parce qu'il y a des enfants qui vont arriver à la maternelle avec un besoin de se reposer en dormant littéralement, puis d'autres qui vont
avoir simplement besoin de se recentrer sur eux avec un jeu calme, un livre ou un dessin, par exemple. Au primaire, il y a des moments de détente qui sont généralement prévus aussi après le dîner, sauf que c'est surtout un moment là, pour faire redescendre le thermomètre d'énergie. Donc, l'intention n'est pas tant de faire une petite sieste, c'est vraiment de se ramener, de se recentrer, de se calmer. C'est de plus courte durée généralement. Coucher la tête sur le bureau, le dessin, lecture. Exactement. Sinon, il y a les devoirs. Là, on a abordé ce sujet-là de long en large au tout début de la saison. On le sait que ça peut prendre des formules différentes selon l'école, le niveau et l'enseignant. Tandis que c'est souvent une pratique qu'on voit au primaire. Au préscolaire, c'est plutôt rare. C'est pas une pratique qui est courante. Parfois, il peut y avoir des discussions, des échanges à faire à la maison, des retours sur des activités réalisées en classe, mais comme tel, le devoir ne fait pas partie des pratiques courantes. Pour ce qui est de l'évaluation, ça aussi, c'est un autre sujet qu'on a abordé de long en large. Au préscolaire, il n'y a pas de seuil de réussite. Il n'y a pas d'évaluation par rapport à des attentes claires, contrairement au primaire. C'est beaucoup l'observation qui va permettre à l'enseignante du préscolaire de faire part du cheminement de l'enfant aux parents, toujours en tenant compte de la propre évolution de l'enfant sans le comparer avec les autres. Sinon, en ce qui a trait à l'organisation physique, à la maternelle ou plutôt à l'éducation préscolaire, souvent, l'éducation préscolaire, les classes sont à air ouverte avec plusieurs coins de jeux symboliques et les enfants sont installés à des tables en petites équipes, alors qu'au primaire, pas toujours, mais souvent, dès la première année, les enfants ont leur propre bureau, leur propre environnement de travail respectif où ils peuvent y ranger leur matériel, s'organiser. Mais encore là, il y a aussi d'autres manières de procéder. Ça se pourrait qu'il y ait encore des tables. La classe, des tables. Oui, c'est ça. Puis il y a aussi des aménagements flexibles qui existent. Mais disons qu'on y va avec les généralités, là, ce serait plus qu'autrement un bureau. Et il y a moins d'espaces de jeu qui sont prévus. Souvent un coin lecture. Oui, exactement. Puis, tu sais, aussi, compte tenu que le ratio d'enfants est plus élevé à la première année qu'au préscolaire, bien, souvent, ça fait en sorte qu'il y a moins d'espace pour faire des coins thématiques. Et puis, l'autre élément, le dernier que je voulais nommer par rapport au changement, plutôt aux différences entre le préscolaire et la première année, c'est en ce qui a trait aux spécialistes. En fait, c'est variable d'une école à l'autre, mais de manière générale, il y a 1 heure de spécialiste par semaine chez les enfants de maternelle. Le choix de spécialistes va varier d'une école à l'autre, tandis qu'au primaire, dès la première année, on tombe avec 2 heures d'éducation physique par semaine, et puis il y a un spécialiste d'art à raison d'1 fois par semaine, puis il y a l'anglais à 1 période et demie par semaine. Ça, c'est pas mal la même chose là, de la première à la 6e année. Tandis que c'est ça, au préscolaire, bien, généralement, c'est une seule période. Plus souvent qu'autrement, c'est de l'éducation physique pour donner l'occasion aux enfants là, de bouger, de lâcher là. Le temps de spécialiste peut varier aussi d'une école à l'autre, je pense. Là, par ça exemple. dépend, mais c'est un choix école. Mais de manière prescriptive, là, c'est 1 heure par semaine qui est d'office offerte. Parler au primaire. Oui. Aussi, ça peut un peu varier. Oui, effectivement, il y a des choix écoles qui peuvent être faits, là, mais somme toute, ça fait quand même un changement. Puis en plus, là, j'ai comme un flash qui arrive. Là, au préscolaire, le fait qu'il y ait moins d'heures de spécialistes, ça fait souvent en sorte qu'il y a du temps d'harmonisation qui est prévu à l'horaire. C'est vrai. Donc, je vais essayer de ne pas être trop dans la théorie, là, mais comme les titulaires du préscolaire se retrouvent à être en contact, en présence élève, un grand nombre de minutes pour compenser en quelque sorte, il y a du temps d'harmonisation qui est prévu. Et là, ça diffère beaucoup d'une école à l'autre. Des fois, c'est en fin de journée que les dames du service de garde prennent le groupe plus tôt. Des fois, c'est au retour du dîner. J'ai déjà vu des écoles qui commencent plus tard en maternelle ou préscolaire. Donc, c'est ça. Il y a un horaire qui est plus condensé, mais il y a un temps d'harmonisation qui
qui est placé à un moment ou à un autre de la journée là, pour faire en sorte que les titulaires aient quand même du temps là, de planification et d'organisation. C'est complet comme réponse. Pas pire. Es-tu prête pour une deuxième? OK, j'y vais. Donc, c'est Christopher qui se demande est-ce que du temps 1 à 1 est prévu à l'horaire? Oh mon Aïe, Dieu, aïe, j'aimerais aïe. beaucoup ça dire oui, absolument. En fait, on aimerait beaucoup ça. Ouais, Vraiment. vraiment. Mais la vraie réponse, c'est que du temps 1-1, non, il n'y en a pas à l'horaire. Par contre, c'est sûr que, en lien avec l'épisode sur l'évaluation qu'on a fait récemment, quand on observe des besoins qui sont plus particuliers à un élève ou à quelques élèves, c'est possible qu'on crée des sous-groupes pour faire un enseignement qui répond à leurs besoins. On peut aussi les voir, ces mêmes élèves-là, lors d'une récupération. Donc, ça nous permet d'avoir des plus petits ratios, de répondre plus précisément à des besoins observés, mais du 1-1, c'est excessivement rare que ça arrive. De là, l'importance, vous, comme parents, à la maison, de saisir l'occasion lorsque vous retrouvez votre enfant en fin de journée, de lui offrir ce ratio-là quand c'est possible. Ouais. Hein? La perte de devoir, leçon, c'est une occasion parfaite de prendre connaissance de là où en est votre enfant, quels sont les défis, quelles sont les réussites qu'il a vécues dans sa journée, lors de la période de devoir leçon. Donc, vous êtes comme privilégiés finalement parce que ce moment d'exclusivité-là, on aimerait beaucoup se lever, mais c'est excessivement rare qu'on a l'occasion de le faire, compte tenu qu'on a un ratio là, en moyenne de 25 élèves pour un adulte. OK, c'est mon tour de te questionner. Là. Vas-y. Bon. Je suis prête. OK. Alors ici, j'ai une question de Janie qui veut savoir quelles sont les alternatives et projets particuliers qu'offre le CSSMI si on veut aller ailleurs que, disons, le programme régulier. Oui. En fait, il y en a plusieurs. Au secondaire, il y a l'école secondaire d'Oka et la Polyvalente Sainte-Thérèse qui offre l'école alternative. Autant au primaire qu'au secondaire, l'école alternative, c'est une pédagogie un petit peu différente là, que l'école régulière. Souvent, ça va être des pédagogies par projet où l'enfant est un peu plus autonome dans ses apprentissages. Oui, pour avoir été dans une école alternative au secondaire, ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait choisir en même notre horaire où est-ce qu'on plaçait certaines matières. Donc, on avait, disons, sur notre cycle de 9 jours, certaines périodes qu'on appelait décloisonnées. Puis ces périodes décloisonnées-là, on pouvait s'inscrire en maths, en français, en projet spécial. Donc, ça nous permettait de décider par nous-mêmes où aller pour répondre à nos besoins d'élèves. Exactement. Il y a aussi l'école Saint-Gabriel, Hubert-Maisonneuve, Rive-Nord et Deux-Montagnes. Donc, Saint-Gabriel, Hubert-Maisonneuve, c'est pour comme secondaire 1, 2 et 3 à Saint-Gabriel. Et ensuite, les élèves s'en vont à l'école Rive-Nord ou à l'école Deux-Montagnes. Puis ça, c'est... donc, l'école internationale, c'est dirigé par l'OBI. Donc, c'est un programme... international, donc qui s'offre à travers le monde. Et c'est, on appelle ça des modules, donc c'est enrichi, en fait, c'est un programme enrichi. Donc, le programme de base du ministère québécois. Et ensuite, il y a des modules qui s'ajoutent à ça, qui peuvent être, par exemple, un projet d'entrepreneuriat, un projet de robotique, etc. Je pense qu'il y a aussi le bénévolat qui est beaucoup mis de l'avant dans ces programmes-là. Oui, exactement. Donc, surtout, moi, j'étais au secondaire à l'international, puis justement, on avait de plus en plus d'heures de bénévolat à faire, plus on augmentait les niveaux. À la PST, il y a aussi le programme musical qui s'offre. À Saint-Gabriel, il y a le sport-études. À l'école Deux-Montagnes, il y a aussi le programme de football. À la Polyvalente Sainte-Thérèse, il y a le programme de santé globale. Et hockey féminin aussi à la Polyvalente Sainte-Thérèse. Les critères sont pas mal similaires là, d'une école à l'autre, d'un programme à l'autre. Donc, ça prend une réussite en français et en mathématiques. Et les parents et élèves doivent assister à une rencontre obligatoire s'ils sont intéressés à s'inscrire dans ces écoles-là. Pour le programme international, musical et santé globale, c'est pas seulement une réussite là, de 60 % qu'il faut, mais c'est vraiment une réussite assurée en mathématiques et en français, donc un 74 % et plus. Quand on parle du primaire,
Donc là, il y a des écoles des programmes qui se recoupent là, autant au primaire qu'au secondaire. Donc, le programme international est offert aussi à Terre des Jeunes et à Val-des-Ormes. Le programme musical à Arthur Vaillancourt et à Alpha, qui est à partir de la 2e année seulement, parce que là, pour qu'un élève entre dans ce programme-là, on veut qu'il soit en réussite assurée. Donc, en fait, le titulaire de l'année précédente va fournir un genre de formulaire d'évaluation qui dit que il approuve, dans le fond, l'inscription de l'enfant. Il dit que l'enfant va être capable de suivre un programme enrichi puis que ça nuira pas à ses apprentissages. Parce que si je ne me trompe pas, il y a des heures qui seraient normalement utilisées pour faire de l'enseignement de matières telles que français et maths qui, là, sont attribuées à de la musique. Exactement. Donc, ça veut dire que le programme régulier se fait en moins de temps que d'habitude. Donc, il faut quand même être capable de suivre un rythme rapide et d'être autonome. Exactement. Et il y a encore des écoles alternatives au primaire aussi, donc Cœur à cœur, Le Sentier, des Ramilles. Et là encore, le critère, c'est des séances d'information. Puis pour tous ces programmes-là, une fois que les exigences sont remplies, donc quand on parle de réussite assurée, etc., les établissements vont procéder par pige selon les critères établis. On ne rentrera pas dans tous les détails, mais tous ces critères-là de priorité, si vous voulez, sont toutes sur le site du CCSMI, donc vous pourrez aller les voir. Et à part ces programmes écoles-là, il y a aussi des programmes qu'on appelle locaux qui sont dans certaines écoles un peu partout. C'est des initiatives des milieux décidées par l'école. Puis là, ça va avec l'école de quartier, donc il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de pige. Ça peut être l'anglais intensif, ça peut être le projet particulier sport, arts, sciences. Exactement. Prochaine question pour toi, Estelle. Le fameux matériel scolaire. Ouais. On a beaucoup de questions. Donc, matériel scolaire, quoi ne pas acheter? Ça, on a beaucoup de parents qui nous ont posé cette question-là. Oui. C'est parce qu'on est conscient là, que, surtout si on a plusieurs enfants, l'entrée à l'école, la rentrée scolaire, ça peut représenter quand même beaucoup de sous. Donc, on peut être porté à faire certains choix plus que d'autres. Mais par expérience, autant de maman que de prof, je pense que dans la mesure du possible, opter pour du matériel durable, donc d'une certaine qualité, c'est vraiment une bonne chose si on est capable, parce que le crayon à la mine qu'on utilise quotidiennement, bien, clairement que s'il est d'une plus grande qualité, on va le tailler moins souvent, donc il risque de durer plus longtemps. Oui, peut-être qu'à l'achat, il va vous coûter quelques sous de plus, mais il risque de durer plus longtemps. Les mines sont moins fragiles aussi. Pensez à vos enfants qui échappent leur boîte à crayons ou leur crayon par terre, bien, ça casse les mines à l'intérieur. Donc là, ils veulent l'aiguiser, la mine va tomber. Ils veulent l'aiguiser, la mine va tomber. Ils veulent l'aiguiser, la mine va tomber. Oui, exactement. Donc, dans la mesure du possible, essayez d'opter pour du matériel d'une certaine qualité pour qu'il soit durable. Profitez des super rabais là, durant l'été, parce que maintenant, ça apparaît dès le mois de juillet, je pense, pour faire le plein de choses que votre enfant aura inévitablement besoin année après année. Là, quand les crayons de couleur Crayola sont à 2 $ et quelques, par exemple, achetez-en plus d'une boîte, puis à la limite, en cours d'année, bien, vous pourrez remplir les couleurs comme le rouge. Ouais. Le rouge, là, on n'y arrive jamais à se rendre à juin, en tout cas. Bref, ça pour dire que si vous pouviez faire une petite réserve, même chose pour les cahiers Canada, les crayons à la mine, les choses qui reviennent année après année. N'hésitez pas à faire le plein pendant justement que les prix sont plus bas. Sinon, il y a de ça quelques années, on avait une certaine latitude. On pouvait préciser le type de matériel scolaire qu'on désirait avoir. Maintenant, on doit vraiment, lorsqu'on fait notre liste d'effets scolaires pour l'année suivante, on doit vraiment les sélectionner dans un catalogue. Un fichier électronique. Des descriptions de matériel qui sont déjà telles. Exactement. Donc, on ne peut pas écrire qu'on veut telle marque, tel style. Il faut vraiment aller sélectionner une description qui est déjà... j'ai la difficulté à trouver comment l'expliquer. Mais même, tu sais, le fameux cahier Canada qui dit ce que c'est pour la majorité des parents, même ça, c'est plus libellé comme ça. On n'a plus dire donc là, c'est un cahier interligné, 2,5 cm, 3 trous, tant de pages. tant de pages. Donc,
on est consciente que ça peut parfois être complexe. Même nous, comme maman prof, des fois, on reçoit la liste puis on est comme « Ah, ça, c'est quoi? Je suis pas certaine. » Là. Ça m'est arrivé d'acheter la mauvaise chose. On change parce que moi, je suis en 3e, puis les élèves qui arrivent de 2e avaient un certain type de cahier. Puis là, on veut rehausser un peu le niveau de difficulté en termes d'organisation spatiale et avec la calligraphie. Donc là, ce n'est plus comme en 2e année, mais c'est pas tout à fait comme en 3e année. Donc là, on peut même pas se fier à nos habitudes. Donc, c'est pas simple pour le parent. Il faut vraiment lire toute la description, tout le libellé jusqu'au bout là, pour être sûr d'acheter la bonne chose. Puis, n'hésitez pas à demander de l'aide dans les magasins, dans les librairies, là, les papeteries pour vous faire bien diriger. Mais souvent, là, particulièrement les cahiers lignés, c'est toute une histoire en début d'année. Mais bon. Donc, si on résume, c'est ça. Sachez qu'il faut lire jusqu'au bout la petite description et essayer d'opter pour du matériel qui est idéalement d'une certaine qualité pour que ce soit plus durable. Puis évidemment, si c'est encore en bon état à la fin de l'année, réutilisez-le l'année d'après. Là. Absolument. Même si... un exemple là, qui me vient en tête, là, j'avais acheté un cartable à ma fille et j'ai dû lui en racheter un autre la semaine passée là, parce que juste à le mettre dans son sac, à l'enlever, à le mettre dans son sac, à l'enlever, juste ça l'a tout brisé. Là, j'en ai acheté un qui m'a coûté un peu plus de sous, mais je suis convaincue l'année prochaine, je vais pouvoir le réutiliser. Donc, essayez d'avoir ça en tête, la vision à plus long terme là, dans les fournitures scolaires. Alors ici, on a Mélissa qui nous demande comment s'assurer que les outils technologiques sont exploités en classe afin de faciliter et favoriser l'apprentissage. J'ai même pas fini ma question, puis je suis en train de réagir, donc je vais la relire. Donc, on veut savoir comment s'assurer que les outils technologiques sont exploités en classe afin de faciliter et favoriser l'apprentissage. Ça, c'est toute une question. C'est toute une question. Là, ça se peut que je lise mes notes un petit peu parce que je vais être sûre de... C'est pas simple. Je vais être sûre de bien y répondre. Donc, j'ai eu de l'aide, évidemment, pour répondre à cette question parce que tout ce qui est technologie, c'est pas nécessairement... c'est pas mon expertise. Ouais, c'est ça. Même si on l'utilise en classe. Donc, on va y aller par points. Donc, le premier point, c'est développer la compétence numérique, donc pour un avenir responsable. Mm-hmm. En gros, ça, c'est... évidemment, nos élèves sont amenés dans notre monde de plus en plus à utiliser la technologie. Donc, ce qu'on veut qu'ils fassent, c'est de développer leurs compétences numériques dès le primaire, dès leur plus jeune âge. Donc, en utilisant des technologies en classe, on veut qu'ils deviennent des citoyens numériques responsables. Mm-hmm. On l'aborde, entre autres, en CCQ aussi. Moi, au 3e cycle, c'est un gros dossier. Là. Donc, on veut non seulement qu'ils soient capables d'utiliser les outils numériques, mais on veut qu'ils soient capables de collaborer, communiquer, donc utiliser toutes les sphères, les fonctions du numérique. Est-ce qu'on dirait que c'est d'être critique face aux limites? Aussi, tout à fait. Donc, tu sais, dans le fond, d'utiliser leur vie numérique de façon sécuritaire et avec une vision éthique, critique, face à ça. Ensuite, évidemment, il y a le numérique comme support à l'apprentissage. Mm-hmm. Donc, dans presque toutes les écoles, maintenant, si ce n'est pas toutes les écoles, on a des tableaux numériques. Donc, évidemment, on l'utilise tous les jours, en fait. Là, c'est vraiment au quotidien. Je dirais même que les maisons d'édition, maintenant, prévoient avec le matériel physique, le matériel papier, des plateformes qui sont numériques. Donc, ça fait vraiment partie de nos habitudes au quotidien de les utiliser. Oui. Les élèves sont aussi habitués de travailler avec ça. Maintenant, eux sont arrivés à l'école avec ça. Là. Donc, pour eux, c'est même pas spécial. Par contre, c'est sûr que ce qu'on essaie de faire, c'est de prôner aussi d'autres méthodes d'enseignement en classe, donc de pas seulement avoir le tableau numérique, mais de revenir parfois au bon vieux papier-crayon. On a des tableaux blancs aussi dans nos classes, des affichages, des tableaux d'ancrage aussi qui sont faits à la main. Aussi d'avoir, nous, comme enseignants, on a en tête que l'utilisation du numérique doit avoir une plus-value. Donc, on n'utilise pas le tableau juste pour que ce soit plus facile, juste pour capter plus leur attention. On veut vraiment que le numérique offre une plus-value à notre enseignement qu'on ne serait pas capable d'offrir autrement, finalement. C'est ça. Il doit y avoir un objectif pédagogique à cette utilisation du numérique-là. Donc, par exemple, des simulations interactives en sciences, donc qui peuvent visualiser des concepts qui n'auraient pas été possible de leur démontrer en classe autrement. Des applications de programmation aussi, donc justement pour les aider avec leur pensée critique, à développer leur pensée critique, la résolution de problèmes et tout ça.
Le prochain point, c'est de renforcer les compétences, dans le fond, pour leur avenir d'adultes, de citoyens. Donc, utiliser des technologies en classe, c'est pour les préparer au marché du travail. Donc, tranquillement, là, c'est sûr que ce qu'on va faire au secondaire n'est pas la même chose que ce qu'on va faire en première année avec des tout-petits, mais tranquillement, bâtir des compétences qui vont leur être utiles à la maîtrise d'outils numériques. Tu sais, juste taper sur le clavier, pour eux, ça va être quotidiennement. Là, Exactement. Utiliser les fonctions de traitement de texte, utiliser le courriel. Tout ça, c'est des choses qui vont leur servir rapidement. Dès le secondaire, dès les études postsecondaires. Donc, ça va débouler quand même assez rapidement. Exactement. Donc, on veut aussi les amener à être capables de faire des recherches en ligne et, encore une fois, de juger de leur pertinence, critiquer ce qu'ils voient. Là. Est-ce que toutes mes sources sont bonnes? Est-ce que je suis capable de déceler une vraie information d'une information inventée? Donc, tout ça, ça fait partie aussi des enseignements qu'on fait en classe par rapport au numérique. Et en amont de tout ça, en fait, il y a des formations qui sont offertes aux enseignants sur différents aspects des outils technologiques. Parce que ça évolue tellement rapidement. Vraiment. Puis, il y a des enseignants qui ont différents besoins aussi. Il y en a qui ont beaucoup de connaissances ou de la facilité dans un domaine et qu'ils ont besoin d'aller chercher de la formation dans un autre et vice-versa. Donc, il y a multiples formations qui sont offertes aux enseignants pour qu'on puisse mieux accompagner les élèves ensuite en classe. Au CCSMI, on a une politique d'encadrement en place, donc qui met l'accent sur la protection des données personnelles et institutionnelles, l'intégration responsable de l'intelligence artificielle, la promotion d'un usage équilibré des écrans, sujet chaud, et la valeur ajoutée pour l'enseignement et l'apprentissage par rapport au support non numérique aussi. Donc, dans notre enseignement, on essaie de garder tout ça en tête. C'est sûr que on le sait que, justement, le temps passé devant des écrans, c'est déjà un enjeu. Fait qu'on ne fait pas exprès pour en ajouter nécessairement dans le milieu sans qu'il y ait une intention pédagogique. Exactement. Ici, on a Jean qui nous demande, dans le cas de parents séparés, qui recevra les communications officielles de l'école? Parce que c'est quand même une réalité qui est répandue. Oui. En fait, si les deux parents continuent d'exercer leur autorité parentale à la maison, malgré la séparation, les deux parents vont avoir accès à l'information importante sur leur enfant, là, le bulletin. Ça, c'est ce qu'on appelle les répondants, je pense. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Dans le cas, quand on va sur le dossier de l'enfant, par exemple, sur la plateforme sur Mosaïque, on va voir les répondants papa, maman. Puis si pour une raison ou une autre, c'est qu'un des deux seuls parents qui exercent l'autorité parentale, il y aurait juste un répondant au lieu de deux parents. Exactement. Puis là, tu sais, il y a des cas par cas aussi qui surviennent. Ouais. Si pour des considérations pratiques, les communications quotidiennes, en fait, tout ce qui est agenda, facteurs, etc., tout ça, ça va aller aux parents qui ont la garde de l'enfant à ce moment-là. Et là, c'est de la responsabilité des parents de se partager l'information si jamais besoin il y a. Ensuite, moi, ça m'est arrivé, par exemple, les rencontres de parents, c'est tel parent qui est venu parce que c'était sa semaine. Donc, c'était son moment de parent. Et là, c'est lui qui est venu, puis il va partager les informations de la rencontre à l'autre parent à ce moment-là. Et s'il y a un enjeu particulier, n'hésitez pas à le communiquer à l'enseignant ou à l'enseignante de votre enfant, parce que ça peut arriver là, que les deux parents soient répondants, mais que pour une raison ou une autre, il y a une situation plus conflictuelle. Donc, à ce moment-là, je suis certaine que vous allez capable de trouver un terrain d'entente, mais n'hésitez pas à le nommer là, à l'enseignante pour qu'elle le sache. Si les deux parents ont toujours la charge, c'est ça, mais que la communication est difficile, conflictuelle, oui, c'est ça. On peut toujours s'arranger. Si, par contre, il y a un parent qui a vraiment une interdiction de contact ou une déchéance d'autorité parentale, là, c'est important de transmettre le document légal à l'école. Et là, les actions vont être prises en conséquence pour que tout soit sécuritaire pour l'enfant et que la communication se passe bien à l'école. Sinon, point 2A de ma question. Oui! Les moyens de communication qui sont utilisés par l'école, il y en a plusieurs et ça varie là, d'un établissement à l'autre. Je dirais qu'en mesure, de façon générale, il y a un agenda qui va être
rarement papier maintenant, de moins en moins. Il va être souvent envoyé par courriel. Ou déposé sur une plateforme. Sur Classroom, une plateforme Espace Édu, cahier de communication, facteur, etc. Donc, ça, c'est l'enseignant qui va déterminer cet outil-là. Puis ça va être facile aussi pour vous de voir les informations. D'ailleurs, n'oubliez pas de le regarder parce qu'il y a beaucoup d'informations pertinentes à l'intérieur. Et j'ai même, je sais pas si tu allais y venir, là, mais c'est super important que l'école de votre enfant ait dans ses dossiers les adresses courriel valides que vous utilisez parce que nous, aussi, comme titulaire, on communique beaucoup par courriel et on utilise des, je sais pas comment on pourrait le nommer, là, mais des listes d'adresses courriel préétablies. Et si votre adresse courriel n'est pas à jour, ben vous ne recevrez pas les communications du quotidien. Puis nous, on prend pour acquis que l'adresse qu'on a dans le dossier, c'est la bonne. Si vous l'avez changée pour une raison ou une autre, il faut communiquer avec l'école pour que le changement soit fait à l'interne dans le système. Oui, parce qu'on fonctionne beaucoup avec les courriels maintenant. Là. Dans notre temps, l'agenda où on notait semaine par semaine à la main, ça existe presque plus. Oui, ça diminue les intermédiaires. Je trouve que ça met plus de chance de notre côté que l'information se rende. Oui, tout à fait. Sinon, c'est ça. On parlait des courriels. Là, que ce soit les courriels envoyés par l'enseignante ou les courriels envoyés par l'école ou même le centre de service. On n'envoie pas des courriels pour rien. Donc, si vous recevez un courriel, lisez-le. Ça vaut la peine. Les informations sont utiles à l'intérieur. Il y a le site web de l'école ou du centre de service aussi qui peut avoir plein d'informations pertinentes à regarder, là, à prendre en considération. Les réseaux sociaux des établissements, ça peut être une bonne idée pour être à jour sur tout ce qui se passe dans le centre de service. Les tempêtes de neige aussi qui s'en viennent peut-être. ça peut être utile de suivre les réseaux sociaux là-dessus. Souvent, c'est là la première place où on le voit. Puis Mosaïque aussi, donc normalement les deux parents y ont accès. C'est là qu'il va y avoir les bulletins. C'est là que ça va être possible aussi de motiver les retards, absences de vos enfants à faire le matin. Aussi, je pense, en début d'année scolaire. Des effets scolaires du service de garde aussi, l'inscription pédagogique, l'information sur le transport scolaire. Donc vraiment, Mosaïque, c'est un endroit, les fiches santé aussi, les formulaires d'autorisation qui vont être là en début d'année. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose de quand même incontournable. D'ailleurs, il y a même la petite application là, Mosaïque Parents que vous pouvez mettre directement sur votre cellulaire. Moi, je trouve ça super pratique d'avoir ça à portée de main quand il faut que je motive une absence le matin. Là. Donc, parce que nous, on utilise la même plateforme comme enseignant pour indiquer nos absences, nos retards et tout ça. Donc, c'est centralisé autant pour nous que pour les parents. Exactement. Puis finalement, il y a le téléphone à l'école, le bon vieux téléphone qui reste encore existant. Donc, vous pouvez toujours appeler à la secrétaire qui va vous rediriger s'il y a lieu aux bons endroits. Il y a quand même de fortes chances de tomber sur une boîte vocale dans le sens où il y a quand même une activité, une animation dans les secrétaires d'école qui font en sorte qu'on ne peut pas toujours répondre sur le... Exact. C'est pour ça que je le nomme en dernier parce que prioriser le courriel, vous risquez d'être mieux répondu. Là, mais... À moins que ce soit plus urgent. Oui, c'est ça. Puis il y a aussi les rencontres de parents qui restent aussi un bon moyen de communiquer là, avec l'école, avec un temps dédié à votre enfant, à votre situation personnelle. Donc, parce qu'il y a des sujets qui demeurent plus difficiles à aborder via un courriel. Donc, si vous avez l'impression que ce serait plus facile d'aborder un sujet sensible de vive voix, bien, prenez le rendez-vous via courriel, mais après ça, on s'appellera ou on se rencontrera à la Garnos. C'est encore lieu d'être, là. J'espère que ça répond. Je pense qu'on a fait le tour. Finalement, morale de l'histoire, il y a plusieurs façons de communiquer avec l'enseignante et l'école, donc il n'y a pas de raison de ne pas communiquer. Voilà. OK! Ton tour. T'es prête? Donc, Justine qui demande « Les premières années de cycle sont-elles réellement plus difficiles? » On entend beaucoup ça, hein? Ah, les premières années de cycle, c'est donc plus difficile. Bien, je pense qu'on peut dire que c'est vrai dans le sens où, au primaire, il y a, si on met de côté le préscolaire, il y a 3 cycles. Premier cycle qui inclut première, deuxième année, deuxième cycle qui inclut troisième, quatrième année et troisième cycle qui inclut cinquième et sixième année. Et à l'intérieur d'un même cycle, les concepts enseignés sont similaires.
c'est certain qu'à l'intérieur de la 2e année du cycle, on va revoir ces 10 concepts, mais en rehaussant un petit peu le niveau de difficulté. Ce que ça veut dire, c'est que quand l'enfant commence un cycle, il va apprendre beaucoup de nouveaux concepts. Oui, ces nouveaux concepts-là vont se rattacher à des apprentissages qu'ils vont avoir faits précédemment, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouveaux apprentissages. Et souvent, il y a un rythme aussi d'apprentissage qui suit. Moi, j'enseigne en 3e et je le dis souvent d'entrée de jeu aux parents que je rencontre en début d'année, la marche est bien présente entre la 2e et la 3e année. L'enfant qui s'en sortait très bien au premier cycle, qui était en réussite assurée, ne vivra probablement pas de grandes difficultés à traverser, à monter cette marche-là. Par contre, l'enfant qui se retrouvait dans une zone de plus grande vulnérabilité pourrait vivre avec plus de difficultés ces années de transition-là parce qu'il y a beaucoup de nouveautés et c'est plus rapide. C'est vrai que ça va en plus. Tu sais, c'est souvent un concept mathématique par semaine, un nouveau concept grammatical par semaine. Alors, c'est quand même un défi qui est plus élevé. Il faut juste se laisser, je pense que comme parent, il faut se laisser la chance d'accueillir cette nouveauté-là en termes de rythme, en termes d'apprentissage. Puis moi, je suis en 5e année, donc moi aussi, je suis en début de cycle. Puis ce que je dis souvent à mes parents, c'est que... À mes parents, les parents de mes élèves, c'est que oui, on voit une nouvelle notion par semaine, mais on n'arrête pas de les voir après. C'est ça. L'élève va avoir la chance de les revoir, de les retravailler. Puis si ça n'a pas cliqué la première fois, bien, ça se peut que ça clique au mois de janvier ou au mois de février quand on va les revoir. Donc, tu sais, c'est pas un one take. Puis oui, exactement. C'est pas on a passé une heure là-dessus, on l'a enseigné, merci, bonsoir. Au contraire, comme on l'a dit dans notre podcast sur l'évaluation, on évalue constamment si justement les concepts enseignés sont maîtrisés, si les compétences sont bien développées, puis on y revient et on a 2 ans pour y revenir. C'est ça, finalement. Exactement. Donc oui, en quelque sorte, c'est plus difficile. Ça ne veut pas dire que que votre enfant va le vivre nécessairement plus difficilement, mais si votre enfant a certaines difficultés, il se pourrait qu'elle soit, comment je pourrais dire, que la transition soit un petit peu plus ardue, disons-le ici. Voilà. Caroline nous demande « Je pense que mon enfant gagnerait à recevoir un service en orthopédagogie. De quelle manière ce service est-il attribué? » Oui, ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui aimeraient ça, juste mettre le nom de leur enfant sur une liste pour que le service en Oui, mais j'ai discuté avec, entre autres, l'orthopédagogue de notre école, puis j'ai été contente de sa réponse, dans le sens que j'avais hâte de partager ça aux parents, dans le sens que tous les enfants bénéficient du service d'orthopédagogie. Parce que souvent, on a l'impression que le service d'orthopédagogie, c'est seulement dans le bureau quand l'enfant est sorti de classe pour aller en un ou deux, un ou petit groupe avec l'orthopédagogue. Mais en fait, il y a plusieurs niveaux d'intervention avec l'orthopédagogue. Il y a un niveau qui est, oui, la rééducation en petits groupes dans le bureau de l'orthopédagogue qui va être réservé aux enfants qui ont des besoins, des très grands besoins, souvent en échec ou en très grande vulnérabilité, avec une évaluation, un diagnostic de dyslexie, d'orthographie, etc. Donc, attention ici, par exemple, l'évaluation égale pas automatiquement service d'orthopédagogie. C'est une recommandation qui va être donnée dans l'évaluation, mais ça reste dépendamment des services offerts et des disponibilités de chaque école. Mais tout ça étant dit, si on sort du bureau de l'orthopédagogue, bien, l'orthopédagogue peut venir en co-enseignement en classe avec l'enseignante et là, tous les élèves de la classe vont bénéficier de ce service-là. Et ça, c'est une pratique qui est de plus en plus commune. Oui, nous, on fait ça à l'école, on adore ça. On voit tout de suite on a vu les notes en lecture parce qu'on a mis l'emphase sur la lecture à l'école, mais on a vu les notes en lecture augmenter d'année en année. Ça fonctionne vraiment. Et ça, tous les élèves en bénéficient, donc bonne nouvelle. Donc, il y a le service direct à l'élève, puis il y a aussi le service indirect à l'élève quand l'orthopédagogue accompagne les enseignants, quand l'orthopédagogue accompagne... Oui, parce que c'est pas rare qu'on atterrit dans le cadre de la porte de notre cher ortho pour lui demander son point de vue, son avis sur un cas d'élève qu'on a observé.
Puis j'irais même jusqu'à dire que moi, je me permets de demander à ma collègue orthopédagogue, « Hey, je m'apprête à faire vivre telle situation à mes enfants. Je sais que ça va représenter un défi. Je sais que j'aurai pas assez de bras. Je sais que les besoins sont grands à ce niveau-là. Est-ce que tu pourrais me supporter? Est-ce que tu pourrais m'aider? » Puis je me fais toujours répondre oui. Donc, on peut se laisser aussi cette latitude-là de faire équipe dans des besoins, pour répondre à des besoins plus particuliers. Exact. Exactement. Tous les élèves en bénéficient. Oui. Puis je préciserais que maintenant, on n'associe plus une orthopédagogue à une classe en particulier. On met tous les besoins dans le même panier. Puis si c'est une élève du groupe 301 avec une élève du groupe 304 qui gagne à être mise ensemble pour répondre à des besoins qui sont similaires, on va le faire. On pourrait même jumeler des élèves de plusieurs niveaux si les besoins se ressemblent. Donc, il y a un souci de maximiser quand même l'offre. Tout à fait. Pour répondre à un maximum de besoins et offrir un service qui est adéquat. Là. Exactement. Prochaine question. Mon enfant ne me parle pas de sa journée après l'école. Comment le faire parler? Bien, j'ai envie de dire qu'il faut le questionner. D'abord, il y a des enfants qui, d'emblée, vont embarquer dans la voiture et vont déballer leur sac sans même qu'on les questionne. Et d'autres qui vont avoir besoin qu'on leur tire les verres du nez, si je peux me permettre. Le fameux qu'est-ce que tu as fait à l'école? Rien. Ou je me souviens pas. Je me souviens pas. Mais bref, je pense que si, par exemple, on a un enfant qui a peut-être l'aspect académique moins dans le cœur, on pourrait passer par d'autres portes d'entrée comme les moments de jeu, les moments d'interaction sociale, les cours de spécialistes. Parfois même, ça peut être le menu de la cafétéria. Et ta pizza ce midi, est-ce qu'elle était bonne dans le sens où on peut se renseigner sur le quotidien de notre enfant sans parler d'apprentissage, sans parler d'académique nécessairement. De là aussi, ça me fait penser, je fais du pouce sur l'autre question, mais de là, le fait d'être au courant en regardant l'agenda, de savoir que notre enfant a eu de l'éducation physique, ça peut être une porte d'entrée parce qu'on a eu l'horaire, on le sait que ou il y a eu une évaluation aujourd'hui, d'être au courant, ça nous permet de le questionner. Ou des fois, ça peut être juste de dire hey, ça a été quoi ton moment soleil aujourd'hui, ça a été quoi ton moment nuage, ou encore orange, citron. Bref, on peut l'amener de manière détournée, loufoque. On peut même en faire une causerie familiale autour de la table, dans le sens où, tu sais, sans mettre permettez-moi l'expression, spotlight sur l'enfant. Si tout le monde à tour de rôle parle de son quotidien, de sa journée vécue, peut-être que l'enfant va se sentir plus confortable, ou peut-être qu'en entendant les autres parler, le frère, la soeur, « Ah, c'est vrai, moi aussi, j'ai eu un cours d'art dramatique. Ah, c'est vrai, moi aussi, j'avais telle collation, puis c'était vraiment bon, maman. » Tu sais. Donc, on n'est pas obligé de parler des apprentissages, on n'est pas obligé de parler des relations sociales si c'est un enjeu ou si c'est un sujet plus difficile, mais il faut toujours démontrer l'ouverture si le sujet se présente par contre. Encore là, en essayant d'y aller de façon positive. Exactement. Donc, on félicite pour les moindres petites réussites et les petits avancements, puis on se montre disponible si jamais on peut être dans un support quelconque lors d'une discussion plus épineuse, si je peux dire. Oh ouais. On finit avec 2 grosses questions. Oui, quand même, hein? Es-tu prête? Je pense que oui. OK. Alors, là encore, on a reçu beaucoup de questions par rapport à ça. Fait que on va y aller de manière plus générale. Oui, c'est ça. Ouais. Prochaine question pour Estelle. Comment est-ce qu'on démêle l'intimidation et le conflit? Oui, parce que à un certain moment, l'intimidation a pris beaucoup de place dans les médias, puis les parents, je pense, se sont mis à se questionner, à savoir est-ce que mon enfant vit ce genre de choses-là, parce que ça pourrait être le cas, ça pourrait arriver. Mais aussi, on observe une tendance, des fois, à rapidement en venir à des conclusions d'intimidation parce que, justement, les gens ne savent pas toujours qu'est-ce qui est conflit, qu'est-ce qui est intimidation. Donc, l'intimidation a un caractère qui est répétitif. Donc, il doit y avoir des événements qui, dans le temps, surviennent de manière fréquente et qui impliquent les mêmes parties. Donc, ça peut être 2 personnes ou ça peut être un groupe de personnes par rapport à une personne parce qu'il y a souvent un rapport de force aussi dans l'intimidation. Oui, ça peut être un nombre de personnes qui créent le rapport de force, mais ça peut être aussi une personne avec des comportements, des paroles qui prennent beaucoup de place, qui créent un rapport de force. Donc, si on voit le caractère répétitif, si on voit un rapport de force
et que les intentions des personnes concernées sont dans le but de faire du mal, là, on est dans une situation d'intimidation et là, il y a lieu de s'inquiéter et il faut absolument communiquer avec l'école, d'abord et avant tout l'enseignante, mais souvent, il y a aussi d'autres intervenants qui sont impliqués parce que vous devez savoir que dans toutes les écoles, il y a ce qu'on appelle un plan de lutte dans lequel il y a une démarche vraiment très exhaustive sur qui doit faire quoi dans une situation d'intimidation. Donc, que vous pouvez aller consulter, d'ailleurs, c'est sur les sites Internet. Exactement. Donc, c'est vraiment pas pris à la légère. Aussitôt qu'on prend pour acquis qu'il y a ces aspects-là de répétition, d'inégalité et de mauvaises intentions, si je peux dire, derrière les gestes ou les paroles, à ce moment-là, il y a un protocole qui se met en branle et chaque intervenant a des responsabilités bien précises pour colliger ces informations-là et pour faire les interventions qui se doivent à propos auprès des personnes concernées. Pour ce qui est du conflit, le conflit, oui, peut parfois entraîner des gestes de violence, mais c'est généralement des événements qui sont isolés. Souvent, c'est que des désaccords, des mésententes, et ça se règle par la discussion, la négociation ou la médiation. Les conflits, à proprement parler, sont nécessaires, voire même essentiels au bon développement de l'enfant. Donc, on veut pas on veut pas les encadrer, les accompagner, on veut leur donner des outils, des stratégies pour régler leurs conflits, mais on ne veut pas les inhiber. Là. Exactement, parce que c'est essentiel qu'ils en vivent, parce que dans le quotidien, inévitablement, il y en aura des conflits à régler, à gérer. Donc, ça, je pense que c'est important. Moi, je le verbalise à ma fille, le fait que, tu sais, c'est normal de vivre des conflits, puis plus on va en vivre, plus on va devenir confortable avec la façon de les régler, de les gérer, et moins ils vont prendre de l'ampleur et nous atteindre, nous envahir même. Exactement. Donc, tout ça pour dire que le conflit, surtout dans un environnement scolaire, c'est normal que ça survienne. Imaginez, vous avez juste 2 enfants ou 3 ou 4 à la maison, puis il y a des conflits qui surviennent. Si on augmente ce ratio d'élèves-là à 25, c'est sûr que les occasions d'entrer en relation et de vivre des conflits sont beaucoup plus présentes. Donc, le conflit est sain. Il faut juste maintenant accompagner l'enfant. Exact. Puis, dans la plupart des écoles, il y a des démarches de résolution de conflits qui sont enseignées dès le début du préscolaire jusqu'à la 6e année pour que l'on ait un vocabulaire, un langage commun, pour que tous les intervenants et même les enfants sachent comment s'y prendre pour régler un dit conflit. Donc, voilà, si jamais vous êtes inquiet, vous avez un doute, vous ne savez pas trop comment départager, est-ce que c'est un conflit ou bien est-ce que c'est de l'intimidation parce que vous avez l'impression qu'il vous manque des morceaux, bien, n'hésitez pas à justement communiquer avec l'enseignante. Ça peut être aussi avec la TES attitrée à votre niveau qui, elle, se promène un petit peu plus, voit votre enfant dans d'autres environnements que la classe. Puis à ce moment-là, on va vous aider à départager s'il s'agit justement davantage d'une situation d'intimidation ou bien un conflit. Puis dans l'une ou l'autre des situations, il y a des choses qui vont être mises en place. Absolument. Parce que, comme tu le disais, même pour un conflit, on veut accompagner l'enfant, on veut lui donner des pistes de solutions, on veut qu'il développe ses propres solutions dans diverses situations aussi. Oui, donc ce n'est pas parce que c'est un conflit et que c'est isolé que c'est nécessairement acceptable pour autant, dans le sens où ça se pourrait qu'un jeune pose un geste, dise des paroles qui sont inadéquates et on va intervenir dans ce sens-là pour ne plus que ça se répète. Mais comme c'est occasionnel, comme c'est vraiment isolé, ben on ne parle pas ici d'intimidation. C'était-tu clair? Ben oui, c'était clair. D'ailleurs, c'était clair, mais ça reste résumé. Puis on va faire un épisode au complet par rapport à ça, parce que ça aussi, tout comme les écrans, qu'on souhaite faire un épisode à un moment donné, c'est un sujet, un gros sujet. Là, donc, un sujet important, je dirais. Exactement. Et là, la toute dernière question, et non la moindre, concerne les pratiques de confinement barricadé. Parce que ça aussi, on en a entendu parler de plus en plus au cours des dernières années dans les médias. Il y a eu des situations malheureuses qui sont survenues qui ont incité les intervenants de différentes écoles à mettre en place des confinements barricadés. Puis ça peut
susciter une forme de questionnement, de doute, d'incompréhension. Donc, est-ce qu'il y en a dans nos écoles? Bien, en fait, c'est encouragé. Dans le CSSMI, les pratiques de confinement barricadé. Le but étant que ça devienne autant ordinaire qu'une pratique d'évacuation de feu, par exemple. Donc, c'est à chaque service de police de s'entendre avec les directions d'établissement pour des dates et aussi sur la façon que l'exercice va être fait. Parce qu'une école pourrait décider de faire l'exercice avec seulement les enseignants ou le personnel. Une autre école pourrait décider d'inclure les élèves à cette pratique-là. Évidemment, si les élèves sont inclus, ben il y a toute une démarche étape par étape qui va être faite. Donc, l'objectif, c'est juste vraiment d'être outillé, prêt à agir, de savoir quoi faire si le moment est venu en cas de menace directe à l'école. Et comme je le disais, ça va être adapté. Si on décide de le faire avec les élèves, bien, ça va être adapté selon l'âge des élèves. Par exemple, avec les petits, ça pourrait être une moufette qui est entrée dans l'école et là, on doit se cacher de la moufette pour pas se faire attaquer par la moufette. Donc, ça va être aussi par étapes. Il peut y avoir des vidéos qui sont présentées. Donc là, l'élève est comme mis en contact, mais de façon indirecte. Il prend pas part nécessairement à la pratique. Donc, il y a beaucoup d'occasions. On offre beaucoup d'occasions aux enfants de poser leurs questions pour les rassurer, pour que ça devienne... pour éliminer la peur le plus possible de cette situation-là. Exactement. Dans le fond, c'est qu'on veut qu'il y ait les bons réflexes puis que ça soit le plus efficace possible si jamais, et on le souhaite qu'on n'ait jamais besoin de l'utiliser, mais si on le souhaite, que tout le monde soit prêt. Puis on le sait aussi que ça peut être anxiogène, surtout pour les enfants, mais même pour le personnel. Donc, c'est sûr qu'on se pratique pour être en sécurité, mais il reste quand même qu'il y a tout un soutien qui est mis en place, un écosystème à travers ça. Donc, s'il y a des élèves qui vraiment, pour eux, c'est beaucoup trop anxiogène, ça leur fait vivre des émotions vraiment fortes. Il y a une équipe de mesures d'urgence qui peut être déployée dans les écoles. Il y a aussi, tous les professionnels, psychoéducateurs, TES à l'école qui peuvent être mis en collaboration. Puis même chose pour les employés aussi, là, les services. Il y a le PAE, là, donc le programme d'aide aux employés qui peut être utile 24 heures sur 24, que ce soit pour un événement réaliste ou pour une pratique, parce que même la pratique, ça peut susciter des réactions. L'anxiété, là, c'est ça. Donc, le CSSMI se rassemble minimalement 3 fois par année avec les 7 corps policiers de son territoire. Donc, c'est un partenariat qui vise justement les bonnes pratiques, l'échange, les discussions avec les divers milieux. Donc, c'est vraiment pas fait à la va-vite. Non, on essaie de faire en douceur le plus possible. Puis, il y a un filet de sécurité aussi qui entoure les milieux quand ça a lieu. Exactement. Le service de police est là pour accompagner les établissements, les directions, étape par étape là, sur le déroulement de ces pratiques-là. Donc, oui, c'est encouragé, mais c'est aussi très bien d'encadrer au CSSMI. Super. Hey, je pense que ça fait le tour. Ça fait le tour déjà. Wow! Je trouve que ça a passé super vite. Ouais. J'ai vraiment aimé ça qu'on se dirige, qu'on se promène dans plein de sujets. Donc, n'hésitez pas si vous avez à nouveau d'autres questions à nous soumettre, même si c'est pas prévu dans un court laps de temps. On pourrait aussi intégrer quelques questions à des éventuels épisodes. Ouais. Alors, n'hésitez pas à réagir à nos différents podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée. On espère que ça a répondu à vos besoins. Ouais. C'est encore notre but. Toujours. Merci beaucoup. Sur ce, on vous souhaite une bonne année 2025. Bye!